Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, on voit une curiosité toute particulière, la main de parjure. La main de parjure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, avant de se pencher sur cette curiosité, il faut d'abord qu'on voit deux, trois notions assez simples concernant la magie et la sorcellerie et la vision qu'on en a. Oui, parce que les notions de magie blanche et magie noire, en fait, c'est très tardif historiquement et ça vaut pas grand-chose. Hein, c'est des notions qui sont apportées par l'Église et ça vaut rien. Tout comme certains principes comme le purgatoire ou ce genre de choses. Hein. Mais la magie blanche et la magie noire, c'est une invention de l'Église. Tout comme beaucoup de notions qu'on pense avoir sur la sorcellerie et la chasse aux sorcières, qui sont tirées, je le rappelle, pour beaucoup, du Maleus Maleficarum. Et le Maleus Maleficarum, c'est un bouquin qui est écrit par des chasseurs de sorcières, et pas par des sorcières. Hein, quand on dit l'histoire est écrite par les vainqueurs, là c'est un peu pareil. Et quand je vous dis écrit par des chasseurs de sorcières, ça implique beaucoup de choses. Notamment le fait que c'est écrit par des mecs qui pensaient que pour démasquer une sorcière, il fallait la ligoter, la balancer dans l'eau, et si elle flottait, c'est qu'elle avait des pouvoirs et qu'elle était coupable, et si elle mourait, c'est qu'elle était innocente. Vous connaissez tous cette histoire, ils avaient bien d'autres méthodes tout aussi inventives et tarées, mais c'est avec les connaissances, entre guillemets, de ces mecs-là qu'on a basé nos a priori sur la sorcellerie. Vous doutez bien qu'il y a un problème. La magie noire, je vous l'ai dit, n'existe pas. Par contre, il y avait différents types de magie qui apparaissent dès l'Antiquité et qui perdurent jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les sorcières n'étaient pas brûlées au moindre fait et geste. Du moins pas au Moyen-Âge. Contrairement à l'image qu'on en a, la chasse aux sorcières apparaît durant la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge. Il y a toute une oppression qui se met en place et qui effectivement se met en place et se construit petit à petit par le biais de l'Église catholique principalement. Mais pour vous expliquer de manière très simple, voyez les sorcières de jadis comme les magnétiseurs d'aujourd'hui. Oui, les magnétiseurs, les sorcières et les magnétiseurs, je fais un parallèle très simple. Aujourd'hui, les magnétiseurs, les gens qui prétendent couper le feu ou ce genre de choses, on ne va pas les brûler. Non, on y croit ou on n'y croit pas, on fait appel à leur service ou on les laisse tranquilles, mais on ne va pas les brûler. Eh bien, les sorcières au Moyen-Âge, c'est sensiblement la même chose. On était très tolérant avec la magie. Les sorcières étaient souvent des herboristes qui vivaient non loin des villages reclus et on faisait très souvent appel à leur service parce qu'il y avait beaucoup moins de médecins qu'aujourd'hui. Et la plupart de ces sorcières sont également ce qu'on appelle, dans le langage populaire, des curteuses à l'époque. Et les curteuses, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les avorteuses. Oui, on les appelle les curteuses parce que c'est pour curer le... Enfin voilà, elles avortaient et beaucoup de gens faisaient appel à leur service. De curteuses, mais aussi de soigneuses avec les plantes médicinales, les décoctions qu'elles avaient préparées, tout ça. D'ailleurs, elles mélangeaient des notions de sorcellerie et d'herboristerie. La plupart des remèdes utilisés par les sorcières utilisent des principes actifs qu'on trouve dans les plantes et qui sont encore utilisés dans la pharmacopée moderne. Cependant, il existe une branche magique qui est très mal vue depuis l'Antiquité. Cette branche magique, ça correspond à l'image un peu cliché qu'on a de ce qu'on appelle la magie noire. C'est les rituels un peu trop poussés où il faut faire des sacrifices, où il faut faire incanter des démons, tout ça. Cette forme de magie-là, qu'on appelle très souvent la haute magie, nécessite plusieurs notions, plusieurs connaissances.
des mathématiques, de l'astronomie, de la physique, savoir lire, écrire, compter. Et toutes ces connaissances ne sont pas données à tout le monde. À l'époque, tous ces savoirs, on les acquiert en apprenant auprès de l'église, les couvents et ce genre de choses. Donc quand quelqu'un se faisait prendre pour haute magie, eh ben souvent c'était un membre de l'église, comme je l'ai dit. On appelait donc ces personnes des parjures, puisqu'on estimait qu'ils avaient brisé leur serment envers Dieu. Et les parjures, on leur réservait un sort tout particulier. Crucifixion, pilori, souvent les crucifiés, on les laissait un peu sécher au soleil, on finissait par brûler le corps. Et certains chasseurs de sorcières avaient tendance à garder des trophées. Alors il y a dans un musée, il me semble, au Royaume-Uni, il y a une tête de nonne momifiée, qui est une nonne qui a été accusée et punie pour sorcellerie. Et la curiosité d'aujourd'hui est une main de parjure, qui aurait appartenu apparemment à la mère supérieure d'un couvent, qui aurait en fait établi un peu de haute magie dans son couvent avec ses disciples. Et il faut savoir que le clou qui est planté dans la main de parjure ici a bénéficié d'un traitement un petit peu spécial. Comme tout objet forgé, que ce soit des couteaux, des couverts, n'importe quoi qu'on forge, quand l'acier est porté à très très haute température et est modelé, il faut ensuite le refroidir très rapidement. Ça change un peu la composition de l'acier. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une étape qu'on appelle la trempe et qui va durcir l'acier qu'on travaille. Eh bien, lors de la trempe de ces clous-là, on faisait tremper les clous dans de l'eau bénite. Et généralement, on bénissait les clous une fois qu'ils étaient d'ailleurs terminés. On pouvait même y graver des incantations sacrées dessus, qui étaient censées renforcer le pouvoir et chasser le démon présent dans les parjures qu'on crucifiait. C'est le cas de celui-ci qui aurait aussi été béni, enfin trempé dans l'eau bénite, planté dans la main de parjure, qui aurait été conservé comme un trophée par un chasseur de sorcières allemand du XVIIe siècle. Voilà pour la main de parjure. On vous la présente de plus près dans quelques instants et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.